grand angle qui est donc consacré aux élections générales au Royaume-Uni. Le Parti travailliste est archi favori. Il devrait faire son grand retour au pouvoir après 14 années passées dans l'opposition. Alors comment expliquer ce sacre annoncé? Avec nous pour en parler, Agnès Alexandre Collier, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de civilisation britannique, vous enseignez à l'Université de Bourgogne. Avec nous également Denise McShane, merci d'être avec nous également. Vous êtes au Royaume-Uni, vous avez été député travailliste et ministre également britannique des Affaires européennes. C'était sous le gouvernement dirigé par Tony Blair. Londres, où l'on retrouve notre correspondante Marie Billon. Bonsoir Marie, vous avez rencontré des électeurs et des électrices ces dernières heures. Que vous ont-ils dit ? Eh bien écoutez, il y a un mot qui revient dans leur bouche, c'est changement, et c'est le slogan finalement du Parti travailliste, et ça n'est pas un hasard. J'ai rencontré bien sûr des électeurs du Parti travailliste traditionnel qui ont mis leur butin dans l'urne à gauche, mais qui ne l'ont pas fait avec une passion démesurée, notamment un votant qui m'a dit qu'il n'était pas spécialement un grand fan de Keir Starmer. Il n'a rien contre lui, mais il sait que c'est pas un leader charismatique. Il a voté pour le Parti travailliste, et puis c'est tout. Et puis j'ai rencontré quelqu'un d'assez représentatif de la population britannique. Pat, 67 ans, elle a toujours voté pour les conservateurs, et cette fois-ci, pour la première fois, elle a mis un bulletin Labour dans l'urne parce qu'elle en a marre des conservateurs. Elle a notamment parlé des fêtes pendant le coronavirus. Elle n'a pas pardonné à Boris Johnson. Et puis j'ai rencontré une autre personne bien représentative aussi, Tom, 35 ans. Lui, il est tellement sûr que les travaillistes vont gagner qu'il a décidé de voter vert parce qu'on n'a pas assez parlé d'environnement dans cette campagne, et il veut que les verts aient des votes pour que les politiques sachent que l'environnement est un sujet qui compte pour les jeunes et pour tout le monde au Royaume-Uni. Restez avec nous, Marie, on vous retrouve dans quelques instants. Denis McShane, peut-être une question personnelle pour commencer. Que ressentez-vous ce soir? Est-ce que vous êtes déjà ému à l'idée de regoûter aux joies de la victoire de la gauche? Oui, c'est super, c'est magnifique. On regarde le continent, il y a des problèmes en France, c'est pas mon affaire, mais dans les autres pays. Et maintenant, le Royaume-Uni, pas dans l'Union européenne, mais quand même un grand pays important européen, revient avec un gouvernement progressiste, centre-gauche, réformiste, calme et professionnel pendant 5 ans. Et je crois que c'est une bonne chose pour, bien sûr, mon pays. Après tout, l'excitation de Boris Johnson et le Brexit et tout la droite anti-européenne, la droite anti-musulmane, la droite anti-immigrée, maintenant ils sont un peu dans le tiroir, dans le placard. Et on aura un gouvernement stable pour toute l'Europe, et j'espère bien qu'on peut commencer à parler. C'est pas question de réentrer dans l'Union européenne tristement immédiatement, mais au moins l'Angleterre est de retour comme un pays sérieux et adulte. Le Royaume-Uni de retour. Agnès Alexandre Collier, bien entendu, les résultats officiels seront connus demain matin. Premières estimations ce soir. Pour vous, les jeux sont faits. Le Parti travailliste va gagner ? Oui, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur ce point. La question, c'est de savoir quelle sera l'ampleur de cette victoire, en fait. C'est tout le débat. Si les travaillistes vont remporter ce qu'on appelle un raz-de-marée électoral à l'image du New Labour en 97, ou si leur victoire sera beaucoup plus modérée, en fait, que les sondages semblent indiquer. Donc, ce sera ça le suspense. C'est combien la majorité absolue? 300 ? 326, puisqu'il y a 650 sièges à la Chambre des communes, si je ne m'abuse. Donc, il faut atteindre le seuil fatidique de 326 sièges pour pouvoir former le gouvernement. Je crois que raisonnablement, le Parti travailliste devrait remporter au moins 326 sièges, mais la question est de savoir ce qu'il adviendra du Parti conservateur dans l'opposition. Alors j'ai prévu de vous poser la question, mais beaucoup plus tard dans cet entretien. Mais effectivement, on va la poser. On va rester sur le Parti travailliste, on va retourner à Londres. Marie, comment expliquez-vous ce retour, ou pour utiliser un terme religieux, cette résurrection, ce retour en force de la gauche britannique ? Alors, le Parti travailliste a changé de visage ces 5 dernières années, ces 4 dernières années, avec Keir Starmer qui a été élu à la tête du Parti travailliste en 2020. Il a succédé à Jeremy Corbyn qui, lui, avait été élu en 2015-2016 parce que, en fait, Jeremy Corbyn était à la gauche de la gauche. Il avait finalement transformé le Parti travailliste, celui de Tony Blair, qui était spécialement centriste, en parti quasiment d'extrême gauche ou clairement d'extrême gauche selon certains. Et donc, il y a beaucoup de personnes à qui ça
ça a plu, mais il y a aussi énormément de personnes à qui ça a fait peur et qui donc ont quitté le Parti travailliste, surtout qu'en même temps, il y avait Boris Johnson en face chez les conservateurs qui a attiré beaucoup de personnes qui, naturellement aussi, jusque-là, votaient travaillistes, notamment sur la question du Brexit. Keir Starmer a recentré le Parti travailliste. C'est maintenant à nouveau un parti de centre-gauche et il est devenu plus acceptable, plus potable finalement pour beaucoup de personnes. Et puis en même temps, il y a l'usure du pouvoir, bien sûr, des conservateurs. 14 ans au pouvoir depuis 2010, 14 années pendant lesquelles le parti s'est droitisé de plus en plus. Il y a eu le Brexit, il y a eu Boris Johnson et les fêtes pendant le coronavirus et plusieurs personnes m'en ont parlé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas oublié. Il y a eu Liz Truss qui a réussi à plomber l'économie et à faire monter les taux d'intérêt et Rishi Sunak n'a pas réussi à redorer le blason des conservateurs. Donc tout ça finalement fait que même si Keir Starmer ne déchaîne pas les foules, sa personnalité ne passionne pas, son programme n'émeut pas non plus énormément parce que c'est un programme prudent, eh bien les Britanniques qui en ont marre que les politiques fassent les unes des journaux à cause de leur personnalité veulent finalement donner les clés du pays, apparemment selon le sondage en tout cas, à un nouveau visage, à un nouveau parti et quelqu'un comme Keir Starmer qui n'est peut-être pas très excitant mais qui a l'air solide, calme et sérieux. Merci beaucoup Marie Billon en direct de Londres pour TV5 Monde. Denis McShane, Marie nous parle à l'instant d'économie. Que prévoit le très probable futur Premier ministre Keir Starmer en la matière ? Sur quelle question? Sur l'économie, le programme économique. L'économie, il focalise totalement sur la croissance. Au lieu de s'endetter, de jeter des promesses à gauche et à droite, tout le monde, style Mélenchon, si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon ou Jean Corbyn, parce que ce que le Labour a fait ces dernières 3-4 ans, on s'est démélenchonisé, si je peux donner une comparaison français. Et on est revenu sur la sociodémocratie classique de l'Europe, de l'Allemagne, des pays nordiques, donc économie mixte, le droit pour les syndicats et les travailleurs, mais surtout la croissance. Et il faut établir une solide base économique. Et ça, c'est un énorme défi, beaucoup de difficultés pour Sir Keir Starmer, parce que les Tories ont vidé les caisses avec tous leurs petits gadgets et cadeaux pour leurs amis. Il y a énormément de corruption ces dernières années, surtout les premiers ministres associés dans la période, l'ère de Brexit. Brexit était une révolution démocratique, mais comme toute révolution, il a dévoré ses enfants. Boris Johnson, Liz Truss, Theresa May, Rishi Sunak, il les a crachés et maintenant c'est à nous à réparer l'Angleterre. Alors ça c'est pour le volet économique. Agnès Alexandre-Collier, d'ailleurs le futur probable Premier ministre britannique, Keir Starmer, il a plutôt les faveurs des milieux économiques et financiers. Ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas. Je pense qu'il faut peut-être rappeler dans ce contexte électoral français qu'en fait, la France, évidemment, et le Royaume-Uni ne sont pas du tout au diapason politique. On est dans un cycle très différent de ce que vit la France. Hein, et finalement, l'effet du Brexit, comme l'a rappelé Denis McShane, ça a été un grand moment populiste, hein, une révolution démocratique, si vous voulez, qui a eu pour effet essentiellement de faire évoluer finalement les deux grands partis vers la droite de l'échiquier politique. Hein. Ce qu'on constate surtout, c'est que sur les questions économiques, il n'y a pas de différence fondamentale. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Pardonnez-moi de vous couper, Agnès Alexandre-Collier, parce qu'on a vu ces Britanniques qui n'arrivaient même plus à payer leurs factures d'électricité avec la crise énergétique. C'était après l'invasion russe de l'Ukraine. Ce gouvernement va être attendu au tournant. Va-t-il pouvoir rendre du pouvoir d'achat aux Britanniques ? Ça, c'est la grande question, effectivement. Relancer la croissance sans augmenter les impôts, ça va être le grand défi, en fait, de Keir Starmer. Il faut savoir qu'il va certainement choisir une chancelière de l'échiquier, Rachel Reeves, qui est plutôt très modérée, plutôt centre-gauche, centre-droit sur les questions économiques. Donc, elle sera certainement attendue sur ces questions pour ne pas ébranler les milieux d'affaires et faire en sorte que les choses se passent en douceur. Alors, comme promis, Agnès Alexandre-Collier, je vous retrouve après pour vous poser la question sur l'avenir du parti conservateur. Denis McShane, sur l'immigration, est-ce que le futur gouvernement, s'il est dirigé par les travaillistes, hein, ce qui devrait être le cas, va abroger la loi controversée qui externalise les demandes d'asile au Rwanda ?
Oui, c'est une absurdité. Les Danois sociaux-démocrates l'ont examiné il y a 20 ans. Les Israéliens ont envoyé quelques demandes d'asile sans document à Rwanda, mais ils sont arrivés là-bas, ils sont pas en prison, il n'y a pas de gardes, et ils sont tous rentrés en Israël. C'est un gadget total de Rishi Sunak, et c'était si absurde que je crois toute bonne partie de sa réputation, c'est un homme très riche, un banquier très très réussi, est effondré à cause de cet absurde petit gadget. Donc on est sur un chemin très dur, difficile pour tous les pays européens. De contrôler, maîtriser, mettre en œuvre comment on va traiter ces énormes vagues d'immigration venant de tous les pays pauvres du monde où il y a de la guerre, pas de démocratie, on a idem. Et j'espère bien que Paris et Londres et les autres capitaux européens peuvent commencer un dialogue intelligent sur la question, sur la question migratoire. Allez, la dernière question, Agnès Alexandre-Collier. Comme promis, quel avenir pour le Parti conservateur? Il va mettre 14 ans aussi à s'en remettre comme les travaillistes? C'est possible, tout à fait, c'est possible. Je crois que comme l'a rappelé votre journaliste, en fait, le Parti conservateur a été traversé par une succession déjà de crises externes, le Brexit, le Covid, la guerre en Ukraine, mais surtout de crises internes très fortes, de mensonges, de scandales qui ont continué jusque pendant la campagne électorale, avec ce fameux délit d'initié qui a touché des candidats au Parti conservateur. Et on le voit d'ailleurs dans le ton de la campagne. La campagne des conservateurs a été très très défaitiste. D'abord, les candidats ont été sélectionnés en très peu de temps, au dernier moment, à la hâte. Il y a eu beaucoup de défections aussi de grandes figures du Parti conservateur qui ne se sont pas présentées à ces élections. Donc voilà, il y a un ton de défaite déjà annoncé depuis plusieurs semaines. Qui semble perdurer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Agnès Alexandre-Collier. Merci, Denis McShane. On imagine que vous allez passer une longue nuit ou courte, c'est selon. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir.